Dans ce village pakistanais, le flot de déplacés est continu. Tous ont fui leur maison située sur la ligne de contrôle où l'Inde et le Pakistan s'affrontent. Cette école a été transformée en refuge. On a dû ouvrir 3 ou 4 salles pour accueillir tout le monde. L'urgence aujourd'hui est de trouver des lits pour les femmes et les enfants qui viennent d'arriver. Il y avait moins de monde avant, mais là en ce moment, ils sont de plus en plus nombreux. Et à cette époque de l'année, il fait froid. L'endroit qu'ils ont fui, le voici. Shakoti est devenue une ville fantôme ou presque. Azar est l'un des seuls à ne pas être parti. C'est notre maison et nous avons fabriqué ce bunker souterrain ici. Ici, il faut s'adapter pour survivre. Lorsque les bombardements ont lieu, nous nous cachons ici pour rester en vie. Un bunker construit après la mort de sa mère, tuée dans un bombardement. La plupart des tirs d'obus ont lieu le soir, parfois pendant toute la nuit. Alors nous dormons ici. Nous devons stocker notre nourriture lorsqu'il commence, car sans stock, on ne pourrait pas tenir avec la fermeture des marchés. Beaucoup ont perdu des proches dans ces bombardements, et c'est comme ça que la haine entre nos deux pays ne fait que s'aggraver. Son échoppe a été bombardée le lendemain de notre visite. Depuis le mois de février, au moins 12 civils ont trouvé la mort des deux côtés de la ligne de contrôle. Voici l'endroit où la bombe a atterri. Ma nièce, elle est arrivée par ce côté. Elle est morte ici. On a nettoyé le sang. Au Pakistan comme en Inde, la population se sent prise en étau par un conflit qui dure depuis 70 ans. Shenaz était mère de 4 enfants. Sans une indépendance du Cachemire, ce chaos ne cessera jamais. Les bombes tombent des deux côtés, et des deux côtés, des Cachemiris musulmans meurent. Si du côté pakistanais, le conflit semble se limiter aux zones frontalières, en Inde, il a pris une toute autre dimension, celle d'une guérilla dans toute la vallée. Depuis 30 ans, des groupes séparatistes s'opposent à New Delhi pour réclamer l'indépendance du Cachemire. Pour les contrer, l'Inde a déployé près d'1 demi-million d'hommes. C'est l'une des zones les plus militarisées au monde, de quoi bouleverser le quotidien des habitants. Dans ce village, des combats ont opposé l'armée à 2 insurgés il y a encore quelques heures. Une nuit d'assaut durant laquelle les rebelles ont été neutralisés. La maison où il s'était barricadé a été détruite. C'était celle de cette mère et de son fils. Une spirale de violence qui ne fait qu'amplifier la volonté d'indépendance au sein de la population. Nous réclamons notre droit à l'autodétermination. Notre vie, c'est ça depuis 1947. Nous implorons l'Inde. Ce qu'on veut, c'est nos droits. Nous ne mendions pas, on réclame juste nos droits les plus élémentaires. C'est ce que vous ressentez tous ? Oui, c'est ce que nous ressentons. Nous voulons nos droits en tant que Cachemiris. Pourquoi détruisent-ils nos maisons ? Demandez aux jeunes pourquoi ils deviennent militants. Aujourd'hui, l'oppression des autorités pousse la jeunesse à prendre les armes. Un enfant, lorsqu'il va à l'école, se fait arrêter et contrôler. Car pour eux, on est tous suspects. Pourquoi ? Dans la vallée, rares sont les villages à ne pas avoir vu un jeune rejoindre les rangs des insurgés. C'est le cas de Mohamed Hassan Dar. Son petit-fils Ishfaq a prêté allégeance au groupe terroriste Lashkar-e-Toiba fin 2017. Sur cette photo, on le voit tenir un AK-47. Une image devenue virale sur les réseaux sociaux car le profil du jeune homme n'est pas commun.
Il était policier avant de basculer. Selon sa famille, il a subi un harcèlement de sa hiérarchie qui le soupçonnait d'avoir des liens avec des militants. Ils lui ont confisqué son uniforme, ils lui ont pris son arme et lui ont donné un bâton en bois à la place. Il disait qu'il se sentait observé en permanence, même quand il allait aux toilettes. Il disait que les gens portaient un regard suspect sur lui, comme s'il avait fait quelque chose de mal et qu'il craignait même pour sa vie. Selon son grand-père, c'est cette pression au travail qui aurait poussé Ishfaq à se radicaliser. Il a de nouveau été arrêté par notre propre police du Cachemire. Ils l'ont battu et interrogé. Quand l'armée ou la police prend un jeune garçon et le torture en lui brisant les jambes, eh bien, après ça, 4 jours ou 8 jours plus tard, le jeune rejoint les rangs des militants. Maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Aujourd'hui, les jeunes ne se posent plus de questions. Ils rejoignent la rébellion et c'est tout. Et dans ce conflit, ceux qui décident de prendre les armes sont des deux côtés de la frontière. Au Pakistan, cet homme a accepté de témoigner. Dans un lieu tenu secret et sous couvert d'anonymat, il affirme être parti faire le djihad dans le Cachemire indien il y a plusieurs années. En 1994, lorsque j'étais à l'école en 4e, on n'arrêtait pas de lire dans les journaux les atrocités qui étaient commises du côté indien du Cachemire. Pendant les vacances d'été, tous mes amis ont décrété que le Cachemire, c'est aussi notre pays, et que les habitants de l'autre côté sont nos frères et nos sœurs. On devait donc les aider. Et nous sommes donc partis en Afghanistan pour suivre une formation où nous avons appris à utiliser un AK-47. Lorsque nous avons atteint le Cachemire indien, la population locale nous a beaucoup appréciés, en particulier les jeunes. Un jour, on s'est battu pendant 4 à 5 heures et nous avons tué au moins 7 ou 8 soldats hindous de l'armée indienne. À ce moment-là, nous ne savions pas que la guerre durerait si longtemps. C'est notre 5e génération qui se bat pour la liberté. Tant que cette question du Cachemire ne sera pas résolue, cette insurrection continuera et les nouveau-nés deviendront également des combattants de la liberté. Il refusera de nous dire à quelle organisation il appartenait à l'époque. Aujourd'hui, cet ancien moudjahidine affirme avoir déposé les armes et faire partie d'une ONG. Nous avons retrouvé cette association dans la ville pakistanaise de Kotli, juste à côté de la ligne de contrôle. Nous ne la nommerons pas pour des raisons de sécurité. Elle est considérée comme une organisation terroriste par les Nations Unies et a récemment été interdite par les autorités pakistanaises. Pourtant, aujourd'hui, dans la cour de l'hôpital de la ville, l'un de ses bénévoles distribue des repas à des proches de civils blessés, tout en diffusant son idéologie. Nous soutenons leur cause, et tout le monde devrait le faire aussi. Le djihad fait partie intégrante de notre foi, et nous pouvons donner notre vie pour notre foi. Et c'est ce que New Delhi reproche à Islamabad. Le pouvoir pakistanais ne prendrait pas de mesures concrètes pour démanteler ces groupes. Pire, il les soutiendrait en abritant de nombreux camps d'entraînement. Au cours d'un rare entretien accordé à une chaîne internationale, ce ministre et député indien pointe la responsabilité du Pakistan dans ce conflit. Le Pakistan n'a jamais voulu considérer que le Cachemire fasse partie intégrante de l'Inde après l'indépendance. La paix a été perturbée dans l'intérêt de certains, et bien entendu du Pakistan. Le Pakistan ne voudra jamais la paix et dira toujours que ce conflit est lié à une soi-disant situation au Cachemire, car c'est sa stratégie de survie. En 3 décennies d'insurrection, 7000 soldats ont été tués dans la partie indienne du Cachemire, selon les autorités. Au total, 50 à 70 000 personnes auraient trouvé la mort, selon plusieurs associations de droits de l'homme. C'est sans compter les milliers de civils dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Tahira Begum n'a jamais pu faire le deuil de son mari Tariq. Ce dernier a disparu un jour de 2002. C'est moi, mon mari et mon premier enfant, le deuxième.
Et celui-ci, le dernier de mes enfants. Quand mon mari a disparu, j'ai fait ce photomontage. Quand je me lève le matin, je la regarde et je rappelle à mes enfants quelle bonne personne leur père était. Connaître la vérité. Une lutte menée par Tahira et d'autres femmes dont les maris ou fils ont disparu. Cette longue quête l'a amené à découvrir l'une des faces les plus sombres de cette guerre insurrectionnelle. Toute cette surface sur laquelle nous marchons, en dessous, il y a des corps, ici aussi. Dans un autre endroit un peu plus haut, il y a une autre fosse commune. Presque 175 personnes seraient enterrées. Ces 1000 corps non identifiés reposeraient dans des lieux comme celui-ci, selon les associations. Ces fosses communes sont là. Et ce que nous réclamons, c'est que des tests ADN soient faits. Nous voulons savoir qui sont ces personnes, qu'ils soient hindous ou musulmans, peu importe. Quand nous revenons ici, il est difficile d'expliquer ce qui nous arrive et ce que nous ressentons. Nos vieilles blessures sont rouvertes. Dans son combat, Tahira a pu compter sur le soutien de Khurram Parvez. Cet activiste a enquêté sur des exactions commises par les forces de l'ordre. Des abus qui auraient été permis grâce à une loi votée en 1990. Elle accorde des pouvoirs spéciaux aux forces armées indiennes dans l'état du Jammu et Cachemire. Ce que nous avons constaté en permanence dans tous ces cas de disparition forcée, massacres, tortures ou décès en détention, c'est que ces 29 dernières années, aucun membre des forces armées ou de la police n'a été puni ou poursuivi en justice pour des crimes commis contre les habitants du Jammu et Cachemire. Mais pour lui, prendre les armes n'est pas une solution. On est une majorité ici à croire en la non-violence. Je pense que chaque problème a sa solution et c'est valable pour le Cachemire aussi. Pour cela, on pense que le Pakistan, l'Inde et les leaders séparatistes doivent s'asseoir ensemble et parler. Pour le moment, aucune médiation n'est envisagée. Récemment, le Pakistan a annoncé avoir arrêté plusieurs terroristes présumés, mais l'Inde, elle, se dit sceptique.